Et ben peut-être avec vous, Cécile, dans le prolongement de ces 6 portes d'entrée, j'ai envie qu'on aille vraiment sur le comment concret aujourd'hui. Comment nos organisations peuvent-elles dépasser ces freins dont vous avez parlé toutes les trois, ces freins de la transition juste. Évidemment, on ne va pas faire un inventaire, voilà, mais aujourd'hui, selon vous, quelles sont les priorités? De ne pas, à mon avis, ne pas nier cette responsabilité politique, c'est-à-dire avoir le courage d'identifier ce qui relève directement de la responsabilité de l'entreprise aujourd'hui avec ce qu'elle est, et puis de réfléchir à la manière dont des coalitions d'acteurs peuvent permettre d'intégrer de la compta care ou autre, voilà, et ce genre de choses. Et ça rejoint la distinction que fait le philosophe Paul Ricoeur entre une responsabilité comme imputation ou comme mission. Et je trouve que c'est une bonne manière d'interroger justement même tous ces critères ESG. Il y a la partie plus rétrospective, qu'est-ce qu'on a fait ou pas, et puis le lien de causalité linéaire entre une entreprise qui a une usine qui pollue la rivière. Là, on peut lui imputer directement un tort qu'on identifie, voilà, et ça, comment est-ce qu'on peut l'intégrer plus facilement? Et puis, il y a cette réflexion sur les chaînes de valeur, sur l'organisation des règles du jeu. Et là, je vois pas, étant donné la dextérité avec laquelle les entreprises font du lobbying pour que les lois soient les lois qui leur conviennent pour des intérêts financiers à très court terme, il faut que ce soit les mêmes aussi qui contribuent à faire évoluer ces normes. Alors, je ne sais pas si c'est du tout réaliste, et là, je pense que dans l'Assemblée, vous pourrez dire ce que vous voyez ou pas possible, mais c'est pour ça que, vraiment, quand je discute avec des dirigeants d'entreprise, je dis, mais où est la responsabilité politique de l'entreprise et du dirigeant? Et moi, je pense que ça, c'est le levier le plus fondamental, en fait. Geneviève, je vous pose un peu la même question. Quelles sont les questions que les organisations, les entreprises doivent se poser aujourd'hui pour au moins amorcer ce changement? Alors, simplement, ce qui est intéressant, c'est que quand l'alarme générale a retenti, en particulier pour le climat, donc ça c'est dans les années 90, on aurait pu d'ailleurs, en restant dans cette approche, mettre à disposition des capitaux pour décarboner massivement l'économie, on aurait pu trouver des solutions et être aujourd'hui dans des situations beaucoup plus confortables pour justement cette transition juste. Donc se poser la question de est-ce que c'est du déni, est-ce que c'est de l'ignorance, est-ce que c'est de la paresse, est-ce que c'est une mémoire de forme, on a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça, est-ce que c'est grégaire, enfin. Donc je me dis qu'au fond, c'est pas le frein technologique, parce que vraiment, alors on peut pas tout décarboner, mais on aurait vraiment pu avoir de belles. On voit d'ailleurs que sur les énergies renouvelables, on commence d'ailleurs à engranger des éléments qui sont plutôt encourageants sur le prix, l'accessibilité, etc. Mais, donc, pour répondre à la question précisément, je dirais que ce qui serait, à mon avis, le plus profitable serait d'abord de choisir ses combats au niveau des entreprises. Une entreprise, elle ne peut pas tout faire sur les critères RSE ou donut ou le donut. Une entreprise ne peut pas se coltiner les 9 limites planétaires, les 12 fondations sociales, ou alors elle va faire tout mal. Et c'est ce qu'elles font. D'ailleurs, elles sont obligées parce que c'est devenu un marché extrêmement lucratif. Enfin, extrêmement peut-être pas, enfin lucratif, ces espèces de reporting de conformité. C'est le ventre mou dont je parlais. On va faire semblant de dire que je fais des choses, personne ne va lire, et puis le jour où je me fais attraper, c'est très à l'anglo-saxonne, on va me dire mais vous avez dit que vous faites ça et vous le faites pas. Mais entre-temps, il y a effectivement, comme tu dis, il n'y a pas une volonté vraiment de contribuer. Donc sortir de ces postures qui sont hypocrites et cyniques et de dire bon, peut-être que sur ce sujet-là, sur quelques sujets environnementaux, quelques sujets sociaux, je peux, moi, donner le meilleur. Et ça serait déjà très bien sur peut-être un ou deux sujets environnementaux. Je vois pas, sur le salaire décent, sur la question de quoi on dépend dans le capitaux naturel sur lesquels on dépend dans notre chaîne de valeur. Ça serait déjà très bien et très, très intéressant. Donc choisir ces combats et mettre les moyens et être capable d'être plutôt en mission, effectivement, sur ces sujets-là. Enfin, après, pour moi, les freins, ils sont institutionnels, ils sont politiques. Ils ne sont pas la technologie, si on voulait vraiment, même si on a pris du retard, on pourrait. Donc, ce sont des alliances.
ce sont des alliances. Et puis les entreprises ont, à mon avis, plus à renouer avec une logique de risque, qui était au départ la logique du capitalisme, qu'une logique de rente. Et peut-être retrouver cet esprit du risque me paraîtrait, sur certains sujets, assez salvateur. Voilà. Hélène, pour changer l'entreprise, il faut changer la représentation du dirigeant. Vous commenciez un peu à Oui. l'aborder, mais donner les bons outils aux leaders de demain. Oui, je pense que il y a plusieurs types d'outils. On en a beaucoup parlé. Il y a les formes de gouvernance d'entreprise et le témoignage de Guillaume, entreprise à mission, entre autres. Évolution de modèle de gouvernance, c'est intéressant pour ça. Mais il y a qu'est-ce qui fonde la décision du dirigeant, qui est le sujet, pour le coup, sur lequel nous on travaille beaucoup dans notre université pour dirigeants, tout comme toi d'ailleurs, Cécile. Au nom de quoi on prend telle ou telle décision, on est mu par quoi? Et sans justement aller dans des considérations morales ou de système de valeurs, tout dirigeant peut mobiliser bien sûr son cerveau et son tableau de chiffres, mais aussi son intuition, son empathie et son courage. Et ça, c'est quand même pas très simple dans le monde de l'entreprise. Donc nous, les études de cas, les travaux de recherche qu'on mène sont surtout sur ça. C'est-à-dire, quand un leader prend une décision qui est vraiment positive pour la transition, finalement, il a été mu pourquoi? Est-ce qu'il a eu de l'empathie pour un tel dans la chaîne de valeur? Est-ce qu'il a eu l'intuition qu'il y a un risque majeur qui arrive et que de toute façon, il faut qu'il s'adapte? Et donc, muscler cette dynamique de l'intelligence du cœur aboutit à des résultats concrets. Alors, si je reviens à la comptabilité, par exemple, parmi nos participants dans notre université, on a Michel Meunier qui, lui, a mis en place de la compta universelle sur sa PME dans le secteur du bâtiment. Il n'était pas obligé. Rien ne l'y oblige. Il a choisi de le faire parce qu'il voulait orienter son entreprise dans une direction durable et bien lui en a pris parce qu'il a gagné des nouveaux types de clients grâce à ce type de choix assez structurant. Donc, en gros, compter ce qui compte pour lui. Cyril Vu, que vous connaissez, qui est dans le domaine de l'assurance, lui s'attaque au sujet de la comptabilité en triple capital ou en performance globale dans le secteur assurantiel et choisit que son fonds de dotation investisse des moyens, de l'argent et de la recherche là-dedans, ce qui est une façon de faire avancer Schmilblick. Il n'est pas obligé de le faire. Il le fait avec les tripes. Bon. Et Jérôme Decroix, qui lui est directeur financier d'une société d'assurance complémentaire auto, lui est allé plus loin que la comptabilité CO2 obligatoire. Il a dit: je veux en faire un levier de transformation stratégique de l'offre de l'entreprise. Bon, là encore, personne ne l'oblige à le faire. Donc, c'est ce que vous dites, c'est pas mon rôle, ma fonction devrait m'obliger à faire ça ou une réglementation m'oblige à faire. C'est, au fond, je me lève le matin pour aller faire quoi, avec quelle énergie interne. Donc, ces qualités-là du dirigeant, elles sont sous-valorisées dans la représentation globale du leadership. On a fait plein d'études là-dessus d'ailleurs. C'est-à-dire le bon leader, c'est leader bon gestionnaire ou bon guerrier ou bon communicant ou bon ce qu'on veut. Mais c'est peut-être pas celui dont le 21e siècle a besoin. Voilà. Donc il y a un vrai boulot sur les imaginaires du leadership et sur la boîte à outils derrière. Et un vrai boulot du monde de l'enseignement, de la formation. L'enseignement a son rôle à jouer aussi pour changer ce prisme. Ah ben oui, ça, je pense que... Et là, je me disais d'ailleurs que ce serait intéressant de savoir un peu parmi vous quels sont ceux qui ont une expérience d'enseignement ou de contribution à des enseignements dans des écoles, notamment de commerce, puisque voilà, sur les enjeux financiers, mais aussi les écoles d'ingénieurs. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai depuis maintenant une petite vingtaine d'années enseigner à ces publics-là, c'est quand même la difficulté à sortir d'enseignements très cloisonnés. Et donc, comment est-ce qu'on décloisonne? Comment est-ce qu'on invite à exercer son esprit critique, à faire droit du pluralisme et tout ça? Et voilà. Et après, alors on peut aller plus ou moins loin dans le souhait de changer très radicalement la manière dont les cursus sont organisés, mais au moins, on pourrait essayer de favoriser cette interdisciplinarité. Et ça, je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Mais là encore, je pense que le monde de la finance a un rôle important à jouer pour aider à avoir une parole qui ne soit pas langue de bois, justement, sur les freins, sur les blocages, sur ce qui empêche. Et puis, tout ce que vous avez évoqué aussi l'une et l'autre, sur ce qui relève aussi d'un autre ordre que l'ordre uniquement technique, que ce soit technologique ou financier. Pour terminer peut-être sur une note un peu positive, est-ce que vous avez tout de même le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience de la hauteur du défi à relever, une prise de conscience du grand public, des organisations, des entreprises? Geneviève? Oui, positive, oui. Vous avez vu, dans ma question, j'ai orienté. Oui, si, mais oui.
au fond, ce qu'on voit, pensez aux nouveaux imaginaires, nouvelles formations, ouais. ce que fait Hélène, ce que fait Cécile. Pensez aux injonctions paradoxales. Alors, nous, on a monté ce qu'on appelle l'AG du futur. Je ne sais pas si certains ont vu ce truc improbable dans un théâtre à Paris, là, il y a quelques mois. C'était justement c'était une entreprise fictive, mais complètement fictive, hein, qui est sortie de ma tête, qui se pose des questions, qui s'oriente vers la post-croissance. Alors, elle s'oriente vers la post-croissance, vous lirez une super étude sur le site de Profil, vous pouvez télécharger l'étude, parce que je n'ai pas assez de temps pour vous dire ce que c'est que la post-croissance. C'est la croissance qui va arriver. Il y aura peut-être demain de la croissance, mais ça sera dans un espace écologiquement sûr et socialement juste, parce que sinon, on est dans le dessin où ça ne va pas très bien. Et ce qui est formidable, c'est que, pour vous dire, les ressorts qu'il y avait, c'était derrière cette fiction, c'est une entreprise qui annonce à ses actionnaire qu'il n'y aura pas de dividendes pendant 5 ans, qu'on va complètement faire un virage sur l'aile et on va renoncer à des modèles économiques qui marchent bien. Donc en fait, on essaye. Les actionnaires d'un soir ont voté à 90% les résolutions. C'était ça le jeu, c'était une expérience immersive, c'est-à-dire qu'on pitchait des décisions radicales devant les spectateurs et les spectateurs à la fin avaient leur boîtier de vote. Et bon, c'était des votes un peu Corée du Nord. On ne vote pas en Corée du Nord. On vote pas en Corée du Nord. Mais c'était pour vous dire qu'au fond, quand on est capable d'envoyer un imaginaire, d'avoir un plaidoyer, et d'ailleurs vous pourrez voir Hélène, formidable, parce qu'elle était notre Chief Triple Capital Officer. Mais surtout, je voudrais dire, on avait mis en scène un DG. C'était un DG complètement lost in transition. C'est-à-dire qu'il expliquait que être directeur général aujourd'hui, donc c'est ça le message positif, c'est de répondre à des injonctions paradoxales. C'est-à-dire, trajectoire net zéro, mais tu me doubles le chiffre d'affaires. Mais qui c'est qui peut faire ça? Donc, c'est maintenant de plus en plus, on ose prendre la parole en disant, mais c'est pas tenable, c'est pas soutenable. Donc, je pense que le positif, c'est que cette prise de conscience maintenant, elle est beaucoup plus, on en parle beaucoup plus librement, y compris dans des milieux où c'était juste pas possible d'utiliser même le mot décroissance. On se faisait excommunier dans la seconde. Et on voit que les contraintes physiques, la marche est tellement haute qu'il faut penser différemment. Et ça, c'est positif, parce que penser différemment, c'est ce que vous avez dit dans vos exercices, c'est qu'il faut changer de perspective. Et changer de perspective, c'est pas forcément la fin du monde. Peut-être qu'on sera même plus heureux. Enfin, c'est très personnel, hein, mais peut-être qu'on va pas... ça ne sera pas forcément quelque chose qui sera de l'attrition, du regret. Donc oui, nouveaux imaginaires, complètement. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre participation, votre expertise.